Bon matin sur France 3 Bretagne, j'espère que vous allez bien. Si par tout hasard vous avez un petit coup de mou, un petit peu déprimé, restez avec nous pour une bonne dose d'optimisme. Caroline Le Tourneau est avec nous ce matin. Regardez rien qu'à son sourire, sa joie est communicative. Merci d'être avec nous. On va parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'en Bretagne. On va parler de psychologie positive, on va parler de sophrologie et des causes qui vous tiennent à cœur. Vous êtes entourée ce matin d'Angelina Eligon. Bonjour. Vous faites partie de l'association Syndrome de Barth et Nathalie Dehoucq, membre de l'association Les Blouses Roses. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce matin. Alors Caroline Le Tourneau, il est 9h passé de quelques minutes. D'abord, pour bien commencer la journée, quelles sont vos petites astuces pour vous lever du bon pied ? Personnellement. Alors déjà, vous demandez ça à quelqu'un qui n'est pas du tout du matin. Ah, mais qui garde quand même le sourire, on le voit. Oui, non, effectivement. Bah oui, quand c'est pour rejoindre un aussi joli plateau, en si bonne compagnie. Ma petite astuce pour me lever le matin, c'est simplement de me dire qu'il y a une multitude de choses qui m'attendent. Et en général, je sais que la journée, qu'elle soit difficile ou plus légère, elle va être égrenée aussi de plein de petites surprises que je m'attache à repérer. Donc, Alors je le disais, vos deux spécialités, c'est la psychologie positive et la sophrologie. Pour ceux qui découvrent la première discipline, la psychologie positive, quel est le principe grosso modo ? Alors grosso modo, jusque dans les années 98, la psychologie s'est beaucoup attachée à essayer de trouver des solutions pour réparer l'être humain, de manière à pallier à ses dysfonctionnements, à certains manquements. Et puis dans les années 98, un imminent professeur, Martin Seligman, qui était un grand spécialiste du sentiment d'impuissance, a eu plusieurs déclics et a orienté ses recherches différemment en se disant finalement, on est capable de prédire ce qui ne fonctionne pas, comment les êtres humains vont lâcher, ne vont pas être au mieux, mais on a très peu de recherches sur qu'est-ce qui fait qu'un être humain se développe, s'épanouisse, aille vers du bonheur ou de la résilience. Et la psychologie positive, c'est donc ça, c'est l'étude scientifique du fonctionnement humain optimum. Et c'est prendre le contre-pied finalement. On n'est plus dans la psychologie basique, on essaie d'apaiser les névroses, les blessures. Alors, c'est autre chose, finalement. C'est-à-dire que les deux fonctionnent très bien ensemble. Simplement, la psychologie positive va s'intéresser vraiment à la partie épanouissement. Voilà. C'est qu'est-ce qui fait qu'un être humain se développe et grandisse. Donc, c'est vraiment juste un axe de recherche parmi d'autres, et ils sont tous utiles, bien entendu. Et est-ce que cette discipline existe depuis longtemps en France ? Alors, elle est née déjà dans les années 98, donc ça reste très récent, et elle a émergé, elle est arrivée en France peu de temps après, donc voilà, ça fait maintenant quand même une bonne vingtaine d'années. Ok. C'est vrai qu'on remarque de plus en plus qu'on parle de la psychologie positive dans les revues, les magazines. Quand je vous dis psychologie positive, bon, vous connaissez un petit peu Caroline, donc c'est de la triche, mais Nathalie Dehoucq, est-ce que ça vous parle ? Oui, j'en ai déjà entendu à titre personnel, effectivement. On en entend de plus en plus parler, donc effectivement, oui, j'en ai déjà... Ça me parle. Ça vous parle ? Oui, okay. oui. Moi aussi. Angelina Eligon. Avec Caroline. Vous êtes adepte maintenant de la psychologie positive. Alors, cette mode que l'on voit, quel regard vous portez là-dessus, vous qui avez commencé un peu plus longtemps que les magazines féminins à parler de psychologie positive? Alors, je trouve que c'est intéressant parce que quelque part, on vulgarise des études scientifiques et donc ça les rend aussi accessibles à un plus grand nombre. Et la plupart du temps, des choses qui peuvent paraître assez basiques comme 3 kiffs par jour, noter à chaque fin de journée 3 choses sympas que j'ai rencontrées, eh bien ça paraît tout simple, mais pourtant c'est vraiment issu d'une démarche scientifique. D'accord. Donc je porte un regard totalement bienveillant et en accord. Simplement, je râle parfois sur le fait qu'il y ait une confusion avec la psychologie positive et le fait de mettre du positif partout. Voilà. C'est quoi la petite distinction ? La petite distinction, c'est que le positif coexiste avec des adversités. Et il ne s'agit pas de balayer les adversités, mais juste d'essayer autant que possible de s'appuyer sur ce qui est là et ce qui est beau. Et justement, là,
pandémie ne fait que confirmer cette nécessité aussi de centrer parfois son regard sur ce qui va bien en fait. Oui, alors déjà, il faut savoir que l'être humain eh bien, a un biais de négativité par nature. Donc voilà, il y a On va aller à une éternelle pessimiste. Hein. C'est vrai. Faut venir avec moi. Non, voilà, bon, il y a les optimistes, les pessimistes, il y a aussi entre les deux, mais en tout cas, ça peut se développer, ça on le sait. En tout cas, votre démarche est née d'un long cheminement. On va y revenir sur ce chemin. Vous avez posé vos valises en Bretagne en 2014 et l'un de vos endroits préférés, c'est les jardins de Brocéliande. On va vous demander tout à l'heure pourquoi ce milieu vous inspire, mais on y retrouve Evan pour une visite guidée. Et oui Caroline, on a tenu à profiter de votre venue sur le plateau pour faire découvrir ce lieu que vous aimez tant, hein, les jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort dans le 35. Alors c'est des conditions un peu particulières puisque le parc est fermé, mais justement on va pouvoir voir des lieux exclusifs et puis vous allez surtout le voir en mode coulisses avec vous Estelle. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors ce parc il fait 24 hectares, Oui. Certains appellent ça un parc floral. Mais comment on pourrait le décrire? C'est un peu plus qu'un parc floral. Aujourd'hui, c'est carrément plus qu'un parc floral. Même, on est sur un lieu familial où on peut gambader, on peut faire des découvertes sur des espaces paysagers différents et puis surtout des activités sensorielles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activité sensorielle? Par exemple, est-ce que cet espace derrière nous, là, ça a l'air trop fun d'ailleurs, avec plein de petits jeux, une petite roue, c'est sensoriel? Eh bien oui, parce que là, on est par exemple sur le toucher, on est sur la découverte de l'eau, on est sur la vis d'Archimède par exemple, hein, qui est un très très vieux mécanisme qui permet de faire remonter l'eau comme ça par système de vis. Et puis ensuite, on a le parcours Réveille tes pieds. Donc là, on demande aux gens de laisser leurs chaussures ici et de partir pour 1 km sur 45 matériaux différents pour réveiller les voûtes plantaires. Attendez, donc on fait 1 km pieds nus. 1 km pieds nus, ouais. Ah oui, donc Minimum après. on comprend mieux pourquoi vous êtes fermé en hiver. Oui, voilà. Et donc, quel type de matériaux est-ce qu'on peut, on peut être amené à marcher, à marcher dessus? Alors, C'est ce que j'ai dit, c'est pas grave. ça va passer. Alors, on va avoir par exemple des galets. On va avoir aussi des copeaux de bois, de la paille. Alors là, je suis plutôt sur des matériaux à peu près doux. Ensuite, on va avoir par exemple un passage où il faudra marcher dans la boue. Ah, ça c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Et puis, ce qui paraît, c'est très très bon pour la peau. Donc, Oui, parce que justement, on fait pas ça juste pour s'amuser, ça a aussi des bienfaits peut-être sur l'activité des enfants. Eh bien oui, alors d'une, ça permet de réactiver effectivement les voûtes plantaires. Donc, on est quand même sur du massage en fait, finalement. Ça permet aussi de du coup se détendre. On dit en général que quand on fait ce type de parcours pieds nus, eh bien on dort mieux ensuite. Ah, ça c'est bon, Ça détend. On comprend mieux pourquoi les parents emmènent leurs enfants ici. On les voit les galets ici. Oui. Et alors ça débouche aussi sur un parc à bout. Alors Tout à ça fait. c'est une petite création bretonne dont on peut être fier puisque Oui. c'est fait sur l'île de Groix. Tout à fait. Et expliquez-nous, on va aller y faire un tour tout à l'heure, mais peut-être donnez-nous un peu quelques éléments pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors le parc à bout, c'est un parcours, un filet qui est accroché dans les arbres. Et nous ici, on a la chance d'avoir un des seuls parcs à bout sur lesquels on peut marcher aussi pieds nus. C'est-à-dire que le filet a été créé de telle façon qu'on est pas mal aux pieds quand on marche dessus. Et on est à quelle hauteur? Alors, je dirais entre 6 et 8 mètres. En toute sécurité. En On toute peut laisser ses enfants sécurité, gambader? sans problème. Bon bah alors on va les tester. Moi je suis pas un grand adepte de la hauteur, mais vu comment vous l'avez expliqué, Ça va bien ça se donne passer. plutôt envie. Oh. À tout à l'heure. Merci beaucoup Evan. À tout à l'heure, je le disais, vous avez posé vos balises en Bretagne en 2014. Qu'est-ce qui vous inspire ces endroits, ces jardins de Brocéliande? Alors les jardins de Brocéliande, c'est un lieu que j'ai découvert par hasard en cherchant simplement une sortie pour les enfants. Et alors j'en suis tombée sous le charme, simplement parce que ce jardin, eh bien déjà il y a tout un parcours pieds nus. Je trouve ça génial en termes de sens. Il n'y a rien de mieux pour être dans l'instant présent, pour revenir à ces petits essentiels qui font vibrer. Et puis voilà, il y a une multitude d'animaux, de fleurs. Il y a régulièrement des événements avec plein de magie. Enfin vraiment. C'est un endroit qui vous émerveille. Ah, j'adore cet endroit. Je me réjouis de m'y rendre autant que les enfants. D'accord. Alors la Bretagne et vous, c'est une histoire qui remonte à l'enfance, Caroline Le Tourneau. Une histoire qui commence loin des terres de Brocéliande. Oui, Parce qu'on va le voir à l'image, on est plus près de la mer. oui, un petit peu plus loin vers l'ouest, Vers l'Auquirec, précisément. précisément, Ouais. exactement. Oui, j'ai fait mes premiers pas en Bretagne et j'y venais à
au début à toutes les vacances d'été, puis à toutes les vacances avec mes parents, et puis D'accord. finalement, voilà, ça a été avec toutes les valises. C'était une bouffée d'air frais pour la jeune francilienne que vous étiez? Ah oui, c'était vraiment, j'avais l'impression complètement de changer de monde en allant dans le Finistère. Qu'est-ce que vous procure la mer? Le vide. Ouais. Non, c'est ça, c'est les petits moments où on est juste, je trouve, connecté à la vie, à l'instant présent. Là encore, la mer, c'est plein de choses. C'est l'odeur, c'est le varech. Pour moi, la mer, déjà, c'est la Bretagne, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais ça m'évoque une multitude de choses, mais surtout la possibilité de se poser. On voyait tout à l'heure une image où vous souriez à pleines dents. Vous aviez déjà cette personnalité solaire et enjouée en étant jeune ou pas? Déjà, on peut voir que j'ai opté pour l'optimisme très tôt. Joli jeu de mots, effectivement. Oui, non, je crois que j'ai toujours été d'une nature, effectivement, assez joyeuse et assez croqueuse de vie. Alors, ça a été facile de trouver sa voie parce que se découvrir sophrologue ou psychologue positive, ça se trouve pas comme ça en se levant un matin quand même. Non, effectivement, mon premier choix s'était orienté vers une école de communication avec comme objectif, justement, de relier les gens. En fait, j'avais un amour pour les sciences humaines et l'envie d'accompagner des personnes. Et puis, finalement, j'ai un peu déchanté parce que j'y ai pas retrouvé les valeurs qui m'animaient, malgré mon jeune âge. Et là, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai décidé de me réorienter vers un autre style d'accompagnement. Et c'est comme ça que j'ai dévié vers la sophro et les études de psycho. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la sophro? Alors, ce qui me plaît dans la sophrologie, c'est le fait de pouvoir accompagner les personnes à révéler leurs propres ressources, mais sans être inductif ou envahissant. C'est vraiment donner des clés pour aider la personne à révéler tout ce qui est déjà là, mais qui ne se révèle pas parce que peut-être on manque de technique, de pratique. Et de confiance en soi aussi parfois. Mais ça va contribuer du coup forcément à le développer. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous dans votre parcours, quelqu'un qui vous a fait confiance. Elle s'appelle Marielle Suchet. On va la retrouver en duplex de la région parisienne. Bonjour Madame Suchet. Bonjour. Vous travaillez donc à l'université d'Évry. Alors, pourquoi, Caroline, c'était important pour vous qu'elle soit présente aujourd'hui dans votre émission? Alors, peu de temps après m'être installée en tant que sophrologue, Marielle Suchet m'a sollicitée afin de lancer des enseignements de sophrologie à l'université d'Évry. D'accord. Ce qui était très novateur à l'époque. La sophrologie, c'était en 2010, donc n'était pas très répandue. Ouais. Et Marielle avait vraiment cette volonté de pouvoir amener une nouvelle pratique pour accompagner les étudiants. Et voilà, et du coup, grâce à elle, on a lancé ces enseignements à Évry. Ça s'est poursuivi, ça se poursuit aujourd'hui à Rennes. Et ça a été la possibilité de développer la sophro auprès des publics étudiants. Marielle Suchet, c'est quand même assez étonnant de vouloir faire venir la sophrologie jusque dans les bancs de l'université. Ça a été un chemin facile pour vous ? Alors en fait, moi je suis responsable du service des sports à l'université. Donc le service des sports est censé organiser donc la pratique sportive des étudiants, que ce soit compétitive, la pratique sous forme d'enseignement. Et donc effectivement les activités qui sont les plus recherchées. On parle souvent des sports collectifs, des sports individuels, etc. Mais les activités comme la sophrologie, c'était pas du tout quelque chose qui pouvait rentrer dans ce cadre-là. Et pourtant, c'est une pratique physique. Et donc, c'est ce qui m'a interpellée. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Caroline, vous parliez de son engouement, de sa bonne humeur. Effectivement, ça m'a donné envie d'essayer, en tout cas. Alors après, ça n'a pas forcément été facile, il a fallu enfoncer quelques portes, mais au final, c'est quelque chose qui a perduré, qui aujourd'hui fait partie vraiment des enseignements, en tout cas dans des parcours un petit peu atypiques et qui sert énormément. Et en tout cas, tout le monde ici maintenant est convaincu de l'intérêt, de l'utilité de cette activité. Qu'est-ce que vous travaillez avec les étudiants, justement ? On n'arrive pas à imaginer.
C'est quoi un cours de sophrologie à l'université? Je n'imagine pas. Alors déjà, ça offre un espace. C'est un cours qui est un petit peu différent parce qu'on reste en nombre plus restreint. On est, alors hors Covid, on est une vingtaine. Et puis, il y a des apports théoriques, ce qui permet de rentrer aussi dans le cadre universitaire et de la pratique. Et donc, au sein de la pratique, eh bien, voilà, les étudiants ont l'occasion de fermer les yeux, apprendre à développer leur respiration, à utiliser aussi leur mental sur des projections plutôt positives, voilà, et à développer toutes ces ressources-là. Alors ça, c'est pour les cours de sophrologie, mais également se développent de plus en plus des ateliers autour de la psychologie positive sur comment développer sa capacité de résilience, son optimisme. Voilà. Et c'est nécessaire, Marielle Suchet, d'introduire cette notion de bien-être, même dans un univers universitaire, scolaire? Alors en 2010, c'était peut-être moins perçu comme indispensable, mais alors aujourd'hui, ça l'est complètement. La confiance en soi et puis le fait de pouvoir porter un regard sur soi, mieux se connaître. En tout cas, en période de Covid, ça a été une des rares activités qu'on a pu maintenir comme on appelle en distanciel, et ça sert énormément aux étudiants. Je crois que quand on ouvre les inscriptions sur l'ensemble de nos activités, c'est le cours qui est rempli le plus rapidement. Donc oui, ça répond à un réel besoin. Il y a des étudiants qui ont envie de se dépenser, qui ont besoin de se dépenser pour se sentir mieux, et des étudiants qui ont besoin d'avoir cette approche de soi, de pouvoir aussi s'en servir dans d'autres conditions. Et la sophrologie, pour ça, est un super outil à l'université. Et ça bouscule aussi les enseignants ou pas? Oui, certainement. Au départ, ça bousculait un peu les idées reçues, mais voilà, on a fait la preuve que la sophrologie, c'est pas une secte, c'est pas non plus de la science-fiction. Et ici, à l'université d'Évry, il y a un parcours un petit peu particulier qui a été développé et qui s'appelle l'émulateur, qui permet à des étudiants qui sont rentrés à l'université mais qui n'avaient pas toutes les compétences pour suivre le circuit d'être accompagnés. Et la sophrologie fait partie de cet accompagnement. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est rentré non seulement dans les mœurs, mais que c'est un vrai outil et il a pleinement sa place à l'université. Merci beaucoup, Marielle Suchet, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée. Madame Suchet parlait aussi de cette image dont souffre parfois la sophrologie. C'est un peu perché, on ne sait pas trop où ils vont, ça fait un peu secte. Ça, vous le ressentez encore aujourd'hui ou on est en train de sortir de cette image fausse? Alors, à mon niveau, je ne le ressens pas vraiment, parce que je crois que voilà, la sophrologie a fait un parcours et aujourd'hui, on est rassuré avec cette discipline. Et puis, d'autre part, voilà, je pense que ça reste une profession qui est non réglementée, ce qui amène effectivement une multitude de questionnements, mais la plupart quand même... il y a une reconnaissance officieuse. On nous retrouve au sein des hôpitaux pour la gestion de la douleur. On en retrouve dans la préparation à la parentalité. Voilà, il y a tout un parcours parce que ça reste une discipline juste d'accompagnement. Allez, on va prendre un bol d'air direction les jardins de Brocéliande, un endroit que vous affectionnez particulièrement, Caroline Tourneau. C'est la suite de la visite avec Evan. Je suis hyper à l'aise. On est à combien de mètres de haut là? Oh là là, bonne question, mais je dirais au moins... facile 6 mètres. Bon, si vous passez par Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine, il faut absolument venir au jardin de Brocéliande, au moins tester ce parc à bottes. C'est un concept breton qui est né sur l'île de Groix. Oui, tout à fait. C'est uniquement fait avec des cordages de bateaux, il me semble. Oui, tout à fait, avec des cordages de bateaux. Donc il n'y a pas plus solide, on risque pas de... Ça risque pas de craquer, quoi. Ça risque pas de craquer. Ah, attention, on va quand même avancer un petit peu, histoire de se promener dans les dédales. Et alors justement, vous nous le disiez tout à l'heure, Estelle, le principe ici, c'est qu'on peut venir pieds nus. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce que vous avez voulu transmettre Complètement. Comme idée ici au jardin de Brocéliande. Là, on est vraiment sur la fin du parcours pieds nus, donc ce serait dommage de remettre ses chaussures en fait. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Bon, nous, on les a mises parce qu'on est en hiver. Mais normalement, c'est l'idée. Alors, comment est-ce qu'il est né ce jardin de Brocéliande? L'idée, elle vient d'où? Alors, les jardins de Brocéliande, l'idée, ça vient de... À la base, il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années, on avait un CAT ici à Bréal-sous-Montfort. CAT, c'est un centre d'aide par le travail. Un centre d'aide par le travail, oui, tout à fait. Et donc, le directeur, à cette époque, était très amoureux de la botanique. Et donc, il a acquéri ce
but, il a acquis Il a acquis, oui, il a acquis ce lieu. ce lieu pour en faire un espace paysager avec des collections et puis aussi un lieu de travail pour les personnes en situation de handicap. Donc les jardins de Brocéliande sont nés comme ça. Bon, on va se mettre juste là, comme ça on sera bien suspendu. Oui, normalement, là, il n'y a pas de risque. Avec les arbres, voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça. Et donc maintenant, ça reste, ça s'appelle plus CAT, Non. mais c'est un ESAT. Tout Donc à il y a fait. encore des personnes qui ont un handicap qui travaillent ici. Oui, complètement. Les jardins de Brocéliande sont un ESAT de transition. Donc nous, on a des personnes en situation de handicap qui travaillent avec nous, qui sont là pour un certain temps. Et le but, c'est de leur donner des compétences et les moyens de travailler ensuite en milieu ordinaire. Ils sont ici de passage. Oui, c'est un tremplin en fait. Exactement. Et vous êtes sur quel type de tâches? Alors ici, on est sur des tâches entretien paysager, sur des tâches accueil, vente en boutique, en bar. Essentiellement. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, on va continuer à descendre. Maintenant, on va se diriger vers l'espace jardin. Oui. Parce qu'il y a aussi plein de jardins. Ici, c'est un jardin. Le lieu fait partie des jardins remarquables. Oui, tout à fait. On est labellisé jardin remarquable. Alors, donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on peut voir en été? Alors en été, on va plutôt parler du printemps. C'est là où il y a les plus belles collections. On va avoir les lilas. En amont, on aura aussi une magnifique collection de camélias. Ensuite, les iris, les roses. Et puis pour terminer l'été, il y a les dahlias. Bon, et puis nous, on va aller voir un jardin asiatique, puisque lui, il vit quasiment toute l'année. Oui. Surtout, on va redescendre parce que je suis pas hyper à l'aise, mais j'aimerais qu'on fasse secouer un peu notre caméraman, parce que je vois qu'il s'amuse. Voilà. Bon, on va vous donner le mal de mer à la maison. Alors, on arrête. À tout à l'heure. Merci beaucoup Evan. À tout à l'heure. Vous parliez justement tout à l'heure de l'accompagnement que vous pouvez faire auprès de jeunes patients, de malades dans les hôpitaux. Vous avez tenu à mettre à l'honneur ce matin un super-héros. C'est comme ça que vous l'appelez. Il s'appelle Marius. Il a 4 ans. Vous êtes sa maman, Angelina Eligon. Marius souffre du syndrome de Barth, une maladie génétique. Quelles sont d'abord les conséquences au quotidien pour Marius ? Alors pour Marius, il y a plusieurs conséquences, notamment les troubles de l'oralité, troubles de l'alimentation. Il est nourri en partie artificiellement. Sinon, il y a aussi le fait d'une grande fatigabilité liée à une faiblesse musculaire. Et puis sa petite taille. Alors il est encore petit, pour l'instant il s'adapte. Il a 4 ans, on le voit justement à l'image avec sa petite bouille. C'est ça, pour l'instant il s'adapte, il ne se rend pas forcément compte, mais j'imagine que plus tard, ça pourrait être un peu pesant pour lui. Et puis pour nous, ce qui va être plus compliqué au quotidien, c'est l'inquiétude face au risque vital, notamment lié à la cardiomyopathie et à la faiblesse immunitaire. Comme toute maladie rare, vous souhaitez mobiliser pour récolter des fonds et faire avancer la recherche, c'est ça? C'est ça. Donc l'association a 3 axes. C'est notamment soutenir les familles, faire connaître la maladie et collecter des fonds. Et j'imagine que pour vous, Marius et sa famille font preuve d'une force de caractère. C'est ce que vous arrivez à sentir en eux au quotidien? Complètement, parce que souvent, on peut parler de résilience. Il y a des études qui sont menées dessus. On le voit souvent après un gros traumatisme, alors que la résilience, on en fait preuve au quotidien avec une multitude d'adversités. Et Angelina et Mathieu en ont particulièrement à préserver Marius, à avancer aussi avec tous les besoins dont il fait preuve. Et puis au-delà de ça, il y a aussi Marius tout court, qui est juste la joie de vivre incarnée, qui a, de par sa maladie, une grande fatigabilité. Et à côté de ça, quand on le voit, il court, il saute, il se cache. On ne sait pas où est sa fatigue à ce moment-là, parce qu'il fait des blagues. Enfin bon, voilà. Non, c'est effectivement... Il nous donne une leçon de vie, en quelque sorte, malgré lui, sans qu'il le sache. Oui, tous. Ouais. Je vois que vous êtes vachement émus. Alors, autre association aussi qui se mobilise dans le milieu hospitalier, mais aussi auprès des personnes âgées, ce sont les Blues Roses. Vous êtes membre de cette association, Nathalie Dehoucq. Déjà, comment on devient bénévole dans votre association? Alors du coup, oui, c'est un peu... les parcours sont différents, mais... Donc on a toujours effectivement besoin de faire parler de l'association. C'est comme ça que les gens connaissent notre action. Et donc du coup, peut-être que s'ils ont envie de donner un petit peu de leur temps, ils toquent à notre porte et voilà, ils trouvent le chemin des Blues Roses. Voilà. Donc après, les parcours sont un peu différents. Il y en a qui ont déjà entendu parler des Blues Roses parce qu'ils ont eu un enfant hospitalisé ou voilà, et donc ou alors ils ont
ils ont envie de donner leur temps, donc ils tapent sur Internet et ils voient que les Blues Roses sont présentes sur tout le territoire national, puisque c'est une association nationale, et donc du coup proche aussi possiblement de chez eux. Et donc voilà, donc on a toujours besoin de bénévoles en fait. Les Blues Roses en ont besoin, et notamment après une période de pandémie où il y a eu quelques vocations qui ont été un peu échaudées. Du coup, voilà. Et vous, ça fait 10 ans que vous faites ça. 10 ans. Comment est né cet engagement ? Ben voilà, ce que je disais, c'est envie de donner le temps, et puis aussi l'idée un peu de... par rapport à une expérience personnelle d'avoir connu le soin, la solitude face aux soins, et de se dire, eh bien, des fois on aimerait bien que quelqu'un ouvre la porte et vienne me parler d'autre chose. Voilà. Parce que les proches, c'est très bien d'être entouré de ses proches, mais il y a beaucoup d'affectifs, beaucoup d'affects. Et des fois, quelqu'un d'extérieur qui vient juste parler de la pluie du beau temps ou proposer... Alors pour les enfants, ça va être proposer un jeu, proposer un petit bricolage à faire. Ben voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on s'échappe, on partage un moment différent à l'hôpital malgré tout. C'est une association qui vous parle beaucoup, hein ? Oui. Parce que quand vous étiez jeune, vous étiez aussi, vous, bénévole, clown pour les enfants malades. Oui, clown pour enfants malades. Et effectivement, je rebondis, c'est-à-dire que quand on intervenait à l'hôpital, on n'était au courant d'aucune pathologie. Et ce regard neutre amenait vraiment, à chaque fois qu'on rentrait dans une chambre, eh bien, une parenthèse pour les parents, les enfants qui étaient là. Et oui, effectivement, je soutiens grandement toutes les actions comme les Blues Roses. Chez les Blues Roses, on dit on oublie le patient et on retrouve l'enfant. Voilà, c'est ça un peu notre objectif. À l'hôpital et puis auprès des personnes âgées, évidemment, ça va être briser la solitude, permettre eux aussi de s'échapper de leur quotidien et de leur apporter des petits moments d'évasion. J'imagine aussi que pour vous, Angelina Aligon, cette question de la solitude, elle se pose aussi. Parfois, on a l'impression d'être seul dans son combat. Oui, et surtout que la maladie de Marius, le syndrome de Barth, c'est une maladie extrêmement rare. Connu, on a 13 enfants atteints en France actuellement et 30 cas recensés. Donc effectivement, une dizaine de familles, c'est très peu. Ouais. Alors on a de la chance d'en connaître certaines, c'est hyper important. On se sent compris, on n'a même pas trop besoin de parler, on sait exactement ce que l'autre veut dire en fait. Donc ça, c'est important. Et vous vous serrez les coudes, je crois, aussi avec votre compagnon pour continuer tous les jours, par des petites actions ponctuelles, faire parler aussi du syndrome de Barth. C'est ça. Alors là, le papa de Marius s'est mis au triathlon. D'accord, génial. Voilà. Bon, après, l'association, voilà, c'est pareil, il y a beaucoup d'actions dans ce sens-là, mais voilà, il court, il nage, enfin non, il nage pas avec le maillot, mais il court avec le maillot, il fait du vélo avec le maillot. Voilà. À celles et ceux qui nous regardent et qui peut-être hésitent à se lancer en tant que bénévole, en se disant est-ce que j'aurai la force, qu'est-ce que j'ai à apporter, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Nathalie Dehoucq par exemple ? Eh bien, je pense qu'il faut essayer, si on a vraiment la motivation, voilà, l'envie d'être bienveillant. Enfin, il y a des services quand même à l'hôpital qui sont plus simples que d'autres. Quand on devient Blues Rose, on démarre très encadré. La formation est très importante chez Blues Rose, puisque c'est un milieu hospitalier, donc l'importance de la formation, on ne laisse pas le bénévole débutant tout seul, il est vraiment accompagné tout au long de son parcours. Donc on démarre généralement par des services plus tranquilles, moins compliqués, donc plus des services, on va dire, de consultation. Voilà. Et puis après, donc on fait un peu ses armes. Et puis après, effectivement, quand on sent qu'on se sent capable ou qu'on a vraiment envie aussi d'aller un peu plus loin dans un parcours personnel aussi, et bien là, effectivement, on ne reste pas figé dans un endroit. On peut très bien être bénévole dans un autre service et on peut monter, parce qu'à l'hôpital Sud, on monte. Donc les consultations sont en bas et donc on monte petit à petit dans des services plus compliqués et on ouvre des portes plus compliquées aussi. Ce qu'il faut entendre, c'est que chacun a des ressources qu'il peut mettre à disposition, finalement. Oui, on a tous des capacités et des spécificités qui sont propres à chacun. Et je crois que tout le monde peut apporter
à sa manière. Il ne faut pas chercher à coller à quelque chose ou à une idée. Il faut juste être soi. Et avec soi, je pense qu'on a énormément à donner. Et dans combien de villes bretonnes on peut vous retrouver rapidement, Nathalie Dehoucq? Alors, 9 En Bretagne. 9 à peu près en Bretagne, donc Rennes. Et puis après, en fonction des comités. Mais il ne faut pas hésiter sur Internet, il y a une plateforme nationale qui vous saura vous guider, les bénévoles. Le lien est à l'écran pour Voilà, ceux qui souhaitent en savoir plus. Allez, on part faire une dernière cure au vert avec Evan qui s'est rendu ce matin dans les jardins de Brocéliande. Bon, vous l'avez compris, les jardins de Brocéliande, ce sont un peu le paradis des petits et des grands, parce que nous, avec Estelle, on s'éclate à faire le chemin que l'on fait habituellement pieds nus. Et nous, on le fait en chaussures parce que c'est l'hiver. Et on a eu envie de vous faire découvrir notre obstacle préféré pour l'instant, c'est cette rivière. Donc évidemment à faire en été, mais c'est quoi le but? Alors le but, c'est d'abord de passer par le petit coin de boue. Et puis la rivière, ça permet de se nettoyer les pieds avant d'arriver dans le jardin asiatique. D'accord, donc passage obligé quand on fait ce parcours sensoriel. Pas le choix. Alors en parlant de parcours sensoriel, il y en a un autre qu'on ne peut pas tester aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais qui a l'air vraiment sympa aussi, c'est celui où on ne voit rien. C'est ça. Alors celui-ci s'appelle Active Tes Sens. Et donc là, effectivement, on a un parcours qu'on fait les yeux masqués. Donc le but, c'est justement de faire travailler tous ses sens, sauf la vue. Donc là, on perd complètement notion du temps, d'orientation. Et là, il faut se raccrocher à des mains courantes. Il y a parfois quelques dénivelés. Il y a des endroits où on va être complètement dans le noir, parce qu'on sent quand même la différence entre le jour et l'obscurité. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que, alors à faire, on est complètement désorienté. Et puis les gens qui le regardent aussi rient beaucoup. Oui, ça, j'imagine. Voilà. On doit avoir l'impression de faire des centaines de mètres finalement. Exactement. En étant sur un site. Voilà, alors qu'on fait très peu de distance. Bon, on y arrive à notre jardin asiatique. Quels éléments sont les éléments clés d'un jardin japonais? Alors il y a d'abord la collection de bambous. Et puis un jardin asiatique, c'est fait pour donner une espèce de repos, de zen, de sérénité exactement. Donc effectivement, il y a des éléments qui sont clés dans un jardin asiatique. Donc le petit pont rouge qu'on vient de traverser. On a également la pagode qui est un petit peu plus loin là-bas. Et puis tous les conifères qui vont être taillés dans ce qu'on appelle en nuages. Donc ça fait des petites boules comme ça qui sont très aérées. Bon alors ici, il y a plein de jardins à visiter. Oula, il y a des branches mouillées aussi. Et vous organisez une activité qui est géniale. J'aimerais bien retourner en primaire si je pouvais. Ça s'appelle les jardins nomades, ouverts aux écoles d'Ille-et-Vilaine. Vous pouvez nous expliquer le concept? Alors elles sont ouvertes, les jardins nomades, c'est un concours qui est ouvert aux écoles et aux centres de loisirs d'Ille-et-Vilaine. Alors c'est plutôt pour les, si je ne dis pas de bêtises, 5-8 ans. Donc le but, c'est de créer un mini-jardin dans une petite brouette en bois. Au jardin, nous, on donne le thème, c'est-à-dire que cette année, pour 2022, ce sera les Amis des fleurs. Ah, trop mignon. Voilà, donc il faudra créer un petit jardin dans une brouette en rapport avec tout ce qui est de la fleur à pousser. Donc il faudra mettre en forme les insectes, peut-être mettre une petite fontaine pour montrer qu'il y a l'eau aussi, qu'il y a des fleurs à pousser. Et donc les inscriptions se font jusqu'au 24 décembre de cette année. Et les brouettes, il y en a 10 qui vont être sélectionnées, 10 écoles ou centres de loisirs. Elles seront exposées de fin juin à mi-juillet. Et donc il y a un jury qui va déterminer quel est le jardin nomade le plus sympa. Voilà, le plus réussi, le plus en accord avec le thème choisi. Bon, j'espère que vous avez bien écouté parce que Estelle a donné 2-3 indices, la fontaine, tout ça. Je pense que ça, c'est des choses à mettre. Ce sont mes petites idées. Dans sa brouette. Oula, oui, ne tombez pas dans la boue, ce serait dommage. Quand est-ce que les jardins de Brocéliande réouvrent? Alors, c'est pas une blague, mais on va ouvrir le 1er avril. D'accord, ok. 2022. Bon bah voilà, notez-le bien dans vos agendas, c'est vraiment un lieu qui vaut le détour. Merci beaucoup. Merci. Et Anne Fanté, je compte sur toi. J'aimerais bien qu'on vienne passer une petite journée ensemble, rien que pour te voir mettre les pieds dans la rivière. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, cet engagement vers l'autre, c'est une fibre que vous cultivez depuis toujours. C'est quoi les ressorts? Où est-ce que vous allez chercher toute cette énergie Caroline Le Tourneau, parce que c'est la question qu'on s'est posée, nous, en préparant cette émission. Alors, après, je dirais que comme tout le monde, j'ai des états d'âme, il y a des difficultés. Après, je pense que, oui, en mettant aussi en application les différents enseignements que j'ai travaillés au fur et à mesure du temps et que je dispense aujourd'hui, ça me rend certainement plus résistante. Et voilà, je ne sais pas. Et ça vous arrive quand même d'avoir des coups de mou, même si vous maniez à merveille la psychologie positive? Mais oui, bien sûr, parce que c'est pas magique et c'est pas le monde des bisounours. Et oui, j'ai
j'ai des coups de gueule, j'ai des moments où j'ai un coup de calgon. Voilà, c'est tout à fait normal. Après, effectivement, autant que possible, j'essaye en fait de rééquilibrer la balance en donnant énormément d'attention à tout ce qui peut être positif. Et je pense que voilà, ça aide vraiment à trouver le juste équilibre. On ne l'a peut-être pas dit, mais vous proposez des ateliers aux étudiants, mais vous proposez aussi des ateliers aux particuliers. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Et c'est différent dans ces cas-là ou... Après, on est tous concernés par les mêmes sujets. Ouais, c'est ça. C'est plus une adaptation de la façon dont c'est amené. Mais effectivement, j'interviens en université, dans différents organismes et également en entreprise. Alors, vous avez sorti un jeu qui s'appelle Hello Super Héros, le jeu qui révèle les forces de nos enfants. Mais oui, tout à fait. La sophrologie pour les enfants, c'est ça? Eh bien, pas du tout. Psychologie positive. Psychologie positive. Quelle est l'idée de ce jeu, Caroline? Alors, l'idée de ce jeu, c'est qu'en psychologie positive, un des concepts fondamentaux sont les forces de caractère. C'est-à-dire qu'on a étudié, et l'être humain a un panel de qualités universelles, humaines, qu'on peut rencontrer dans différentes culture. Et ces qualités vont au-delà d'une qualité, puisque ce sont des choses qui sont un peu intrinsèques à nous. On a tous un panel différent. Et quand on les utilise, eh bien, on est authentique, on est énergisé, c'est peut-être ça. On est boosté. Et on est performant. Voilà. Et donc, ce travail sur les forces de caractère, j'ai décidé de le ramener eh bien, aux plus jeunes, de manière à ce que les enfants puissent se construire avec ça, autour de leurs atouts, et s'en amuser. Et justement, donnez-nous un petit exemple, puisque vous nous aviez donné un exemple sur « je peux donner à mon ennemi une force de caractère ». Ok. Alors, par exemple, voilà. Ici, on a des petits héros avec différentes forces de caractère, le créatif, le curieux. Et puis, eh bien, par exemple, voilà, qu'est-ce que je pourrais donner Eh bien, le communicant, pour enfanter. Voilà, je vous reconnais la force du communicant. Donc c'est ça. Parce que, quand même, vous faites passer une multitude de messages et vous le faites très bien. Donc voilà, par exemple. Parce qu'il y a les qualités, mais est-ce qu'il y a aussi des défauts dans le jeu ou pas? Non. Jamais? Non, il y en a également. Mais là, en fait, justement, c'est y prendre un peu le contre-pied des habitudes. On s'attarde continuellement sur ce qui ne fonctionne pas. Et là, c'est réorienter le regard sur qu'est-ce qui fonctionne. Voilà, j'ai telle force, et qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux m'appuyer dessus. C'est essentiel pour les enfants qu'ils puissent tenir compte dès le plus jeune âge de leur force de caractère, comme vous dites. Mais oui, complètement. Ça manque un peu trop dans notre société aujourd'hui. Mais oui, c'est pas la culture dans laquelle on est, bien que ça évolue énormément. Et de plus en plus, dans les écoles, Angelina, qui est aussi enseignante, pourra en témoigner, je pense. De plus en plus, on s'attarde sur tout ce qui est qualité et puis, compétences psychosociales. On arrive bientôt au terme de notre émission. Après bientôt 8 ans dans notre région, il paraît que votre plat préféré, c'est la galette saucisse. On se sent définitivement bretonne aujourd'hui, Caroline Le Tourneau. Alors, c'est toutes les galettes, attention. Voilà. Mais bon, pour le pays rennais, on va dire la galette saucisse. Bah oui, je me sens très bretonne et même des fois un peu plus chauvine que les vrais Bretons, j'avoue. Ah bon? Mais oui, non, j'adore la culture d'ici. Et puis, je suis là depuis 2014, mais j'avais fait mes études auparavant et la Bretagne est dans mon cœur. Vous êtes bien ancrée en Bretagne. Donc, merci beaucoup, Caroline Le Tourneau, pour votre bonne humeur légendaire. Je vous l'avais promis, et c'est vrai. Merci à Angelina Eligon d'avoir été avec nous, Nathalie Dehoucq également. Vous savez, c'est notre petite tradition, puisque vous étiez déjà venue dans notre émission. C'est l'heure de la photo de fin d'émission, parce que vous intégrez la famille, vous êtes formidable. Bienvenue, Caroline Le Tourneau. Merci à vous qui nous regardez chaque matin. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre bretonne. À bientôt. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen